fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, c'est le rappeur Romeo Elvis qui, dans le tumulte de la promo de son dernier album Chocolat, sorti le 12 avril, a pris le temps de venir se confier sur la banquette du Serpent à Plumes, à Paris. Il nous a aussi donné sa définition du bonhomme. Pour un bonhomme, c'est un mec qui assume ce qu'il fait, qui a pas peur. C'est pas spécialement le côté physique, imposant, combatif ou quoi. C'est pas le côté physique ou quoi. C'est le côté... le mec qui ose. Genre, même si c'est un petit bonhomme de 1m30, mais c'est celui qui va, qui va aller monter une montagne pour récupérer du miel dans des conditions extrêmes. C'est un bonhomme, quoi. C'est le courage. C'est plus le courage, ouais. Et toi, t'es un bonhomme? Moi, je suis un bonhomme quand je suis sur scène. Ou quand je sors un bon album, ou quand je réussis un freestyle, ou quand je réussis un truc, je suis un bonhomme, mais pas spécialement dans la vie, quoi. Mais ça va avec la fierté, quand tu te rends fier ou quand tu... Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. C'est qui les bonhommes de ta vie? Un modèle que j'ai en particulier de bonhomme, c'est Sadio Mané, un des attaquants de l'équipe de Liverpool. Parce qu'il a une façon de jouer trop brave. Et il a pas peur de nouveau. Je sais pas, ça va souvent revenir, je crois, parce que c'est ma définition. Fearless. Et du coup, est-ce que dans le perso, dans ta famille, t'as eu des modèles masculins qui t'ont donné envie de devenir un tel type d'homme ou de grandir d'une manière particulière? Bah ouais, du coup, moi j'ai vécu avec... jusqu'à mes 18 ans, ma famille était... mes parents vivaient ensemble. Donc j'ai eu mon père comme modèle masculin. Quel modèle? Est-ce que c'est un courageux? Est-ce que c'est... Ouais, justement, c'est un gars qui est courageux, qui s'est toujours beaucoup bougé pour faire connaître sa musique dans le monde entier, qui a pris beaucoup de risques, et qui est aussi très prévoyant, qui réfléchit beaucoup à ce qui va se passer à l'avance. Il est très cérébral. Et du coup, ouais, c'est le bonhomme numéro 1 en référence, c'est mon daron, quoi, parce que j'ai grandi avec lui et que ça a été un bon père, donc forcément, automatiquement, c'est un modèle. Est-ce qu'on peut dire que ta mère a été un bonhomme aussi pour ta famille? Vu ma définition du truc, en tout cas, vu que ça se rapporte pas spécialement à la virilité ou à quoi que ce soit en rapport avec ça, ma mère, c'est aussi une bonhomme, quoi. C'est juste que et ma malheureusement... sœur aussi, d'ailleurs. Toute la famille, c'est des bonhommes, un peu. C'est juste que malheureusement, on dit pas bonne femme parce que c'est pas connoté pareil. Ouais, mais peut-être qu'on y arrivera. Ouais, de ouf. Est-ce que tu te souviens du petit garçon que t'étais? Ou alors de l'ado que t'étais, si c'est plus marqué, tu peux choisir de m'en parler d'un. Non, le petit garçon que j'étais, je me souviens. Il avait des grands yeux écarquillés tout le temps. Je voulais jamais dormir. Je concevais pas j'arrivais pas à comprendre le concept de dormir. Je trouvais qu'on perdait du temps, je voulais pas dormir. Et je mentais beaucoup. Ah ouais? Ouais, je me la racontais sur des histoires totalement fausses. Par exemple? Qu'est-ce que j'aurais bien pu raconter? Je sais pas, des faux voyages, genre le temps d'un week-end, je racontais que j'étais parti en Afrique ou des trucs comme ça. Ou bien... Et c'était pour impressionner tes potes en classe? Ouais, c'est ça, mais il y en avait plein qui racontaient des bêtises aussi. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on le savait un peu tous comme ça, tu vois. Mais qu'on se racontait nos conneries les uns les autres. Et t'as l'impression que t'étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon ou tu te... Non, j'étais très bizarre. Ah ouais? Ouais, totalement bizarre. J'étais sans vouloir me victimiser ou quoi, j'étais le dernier choisi dans le groupe de sport. Dans les équipes, il y a vraiment... Je prends lui, moi je prends lui. Et en dernier, il y a un mec qui est pris, qui reste et qui doit aller dans l'équipe pour faire chiffre pair. Et ça a vraiment été moi au foot tout le temps. Parce que t'étais pas bon? Pas spécialement, quand j'étais plus jeune. Et j'étais bizarre. Et quand j'étais à l'école aussi, j'étais pas un exclu, mais j'ai toujours été vu de manière étrange. Parce que je mettais une couette sur la tête, où je voulais apprendre à faire de la corde à sauter ou des trucs comme ça. Et tu penses que En fait, j'avoue, c'était des trucs qui étaient justement pour le coup pas très bonhomme, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, je voulais avoir une poupée. C'est un truc un peu féminin, en fait. Je voulais avoir une poupée, je faisais de la corde à sauter. Je voulais mettre une couette et tout. Tout ça, c'est distancé, hein, c'est pas en même temps. C'est parce que t'avais ta sœur et que du coup, c'était un univers plus féminin chez toi, c'est sûr que vu que j'avais une petite sœur, je jouais avec des jeux de filles aussi à la maison quand je jouais avec elle. Et du coup, j'étais plus accoutumé à ça. Et il y avait des filles dans ma classe. Tout ce que je faisais, c'était toujours des groupes mixtes. Tu vois, genre les scouts et tout. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, c'était avec des filles aussi. Donc,
Et tu t'entendais mieux avec les filles Ouais, je ou m'entendais. pas de Ah ouais, pendant différence une période, j'étais même je traînais qu'avec les filles. Je pense pendant il y a une période où mon père a même dû se demander si j'allais pas devenir gay, quoi. Parce que tu vois, avec tous les éléments que je t'ai racontés, il y avait de quoi se dire, ah ouais. Hein, c'est pas un bonhomme. A priori, c'est pas parce qu'on traîne avec des filles qu'on devient gay, soit on l'est déjà, je pense. Non, clairement, mais c'est vrai qu'il y a... Mais c'est vrai que c'est des questionnements de parents ça peut être des signes parfois. aussi Après, en plus, à l'adolescence, il y a les mecs gays peuvent peut-être un petit peu plus se retrouver dans les groupes de filles et tout. Moi, j'en avais dans ma classe, en tout cas. C'est peut-être par rapport à ça. Et collège, tu te souviens un peu de comment c'était? Parce que c'est souvent décrit comme un monde un peu plus dur, la jungle, où il faut un peu se débattre pour faire sa place. Est-ce que c'était comme ça pour toi? Ouais, totalement. J'étais toujours aussi bizarre, mais un peu plus intelligent. Et du coup, je pense que c'est ça je me démarquais grâce à ça, vu que ma daronne m'apprenait beaucoup de trucs. Elle est très cultivée, et du coup, je le devenais aussi, pour mon âge, quand même, plus que les mecs de mon entourage. Et je pense que je me distinguais comme ça, vu que j'étais très maigre, pas diminué physiquement, mais vraiment très, très, très maigre. Pas sûr de moi, et avec toujours avec les yeux un peu écarquillés et tout. Et j'avais un peu du mal à arrêter de raconter des conneries, parce que, je sais pas, il fallait se rendre intéressant, il fallait avoir vécu des vrais trucs. Donc, je continuais un peu à mentir à gauche, à droite, comme ça. C'était ta manière d'impressionner un peu. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais des passions à l'époque dans lesquelles tu t'accomplissais un peu? Je dessinais beaucoup. Ah ouais, le dessin. Ouais, je dessinais beaucoup. Je faisais je créais des armes en mousse, avec des tuyaux et des trucs comme ça. Je faisais des espèces d'arts martiaux. J'étais dans les jeux de rôle, mais seul. Oui, c'est ça, c'est des activités assez solitaires. Enfin, non, normalement, les jeux de rôle, c'est un truc avec plein de mecs et tout, en montagne dessiner. Et tout. Le dessin, c'était solo. Et après, je jouais au foot tout seul aussi. Vu qu'en groupe, je me faisais un peu exclure, j'ai continué à jouer, vu que j'ai toujours aimé le foot. Donc j'ai continué à jouer au foot. J'étais vraiment... Dans notre école, on était catégorisés parce que c'était super bourgeois. Il y avait les paumés et les people. People, donc populaires, tu vois. Et il y avait en gros, ça voulait un peu dire ça voulait surtout dire un peu les pauvres et les riches, parce que les pauvres, c'était les mecs qui venaient un peu des quartiers pauvres autour du collège, mais principalement le collège, c'était un truc de bourgeois de ouf. Donc automatiquement, tous les riches étaient ensemble. Ils faisaient du tennis et du hockey, des trucs, tu vois, des activités de groupe ensemble et tout. Moi, je venais d'une famille plutôt aisée, mais je venais pas de cette zone-là, je venais de Bruxelles. J'allais en train et tout. Et du coup, j'étais pas connecté au milieu de riches, et j'étais un chelou, donc j'étais dans les paumés, tu vois. Et donc ça te catégorise pendant ça. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, et même après, j'ai pris plus la confiance sur la deuxième partie de mon adolescence, vers 15-16 ans. Et là, je suis devenu un connard, et j'ai commencé un peu à faire souffrir des mecs parce que... Alors, ta revanche, quoi. Ouais. Mais du coup, ces mecs-là, ils m'avaient rien fait. Je suis devenu un gros connard à partir de là. Donc après, j'ai équilibré vers les 18-19 ans. Mais tu sais ce qui t'a fait changer et switcher un peu? Le changement d'école. Changer d'école, je suis allé dans un milieu beaucoup moins bourgeois, beaucoup plus artistique. Je suis passé du collège Cardinal-Mercier à Saint-Luc. Saint-Luc, c'était l'anarchie, quoi. Enfin, tout le monde faisait ce qu'il voulait dans l'école. Et c'était une école de dessin, en plus. Donc j'allais faire ce que j'avais envie de faire depuis le début. Je m'y trouvais. Du coup, là, j'ai commencé à prendre la confiance. Et en plus, c'était un internat. Du coup, tout le monde se ramenait avec son histoire. Tout le monde se racontait son histoire parce que personne ne pouvait vérifier d'où tu venais. Donc le week-end, on rentrait chez nous, on faisait nos histoires. Et quand on arrivait à l'internat, tout le monde se la racontait. Ouais, moi, j'ai ken une meuf, moi, je me suis battu, moi, j'ai des machins. Et donc, moi aussi, je glissais mes trucs, mais c'était pas toujours... ouais, moi aussi, je me suis battu, moi aussi. Puis comme ça, j'ai pris la confiance et tout. Mais elle m'a fait du bien, cette école. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. On y revient, mais est-ce que le fait d'avoir grandi avec une sœur, tu sens aujourd'hui à quel point ça a joué sur ta personnalité? Outre les jeux que vous partagiez, etc. Bah, c'est sûr, ouais. Avec une sœur et avec une mère comme j'avais qui nous a vite sensibilisés au féminisme et tout, et vu qu'elle est comédienne, elle jouait une méga connue qui s'appelle Les Monologues du Vagin, qui est jouée un peu partout dans le monde. Et du coup, moi, le mot vagin et tout ça... Et même, tu vois, pour élargir un peu la question, aussi l'homosexualité, il y a des amis à ma mère qui venaient très vite à la maison, que j'ai rencontrés très jeunes, qui étaient homosexuels. Et quand je commençais à comprendre ce que c'était, les gars de ma classe, ils savaient même pas ce que... Enfin, tu vois, ils ont pris encore 5 ans à apprendre qu'est-ce qu'était un homosexuel et tout. Donc le fait d'avoir une petite sœur et une mère super ouverte sur ce milieu-là, ça m'a grave... fait avancer, ça m'a grave donné du temps, quoi, de réflexion, de l'avance.
Est-ce que tu as des événements qui ont fait l'homme que t'es aujourd'hui ? Alors, ça peut être des échecs, des réussites, des ruptures. La rencontre de ma copine avec qui je suis depuis bientôt 3 ans, ça m'a fait garder les pieds sur terre et me concentrer à fond sur la musique et sur des choses moins Futile. frivoles et futiles et tout, quoi. Et je sais que j'aurais... c'est pas que je catégorise c'est mal de pas être en couple ou quoi. Je sais que j'aurais perdu de l'énergie. C'est le fait de dans la poser dans quelque chose de stable ouais, ou c'est sa personnalité qui t'aide à te... Ah non, ça en plus. Ouais. Mais en tout cas, dans la vie que j'avais avant, elle m'a permis de me focus sur... de reposer mes émotions et de me reposer sur quelqu'un directement, tu vois. Et aussi dans le sens où j'aurais continué à faire la fête, à draguer des meufs, à aller en soirée, à boire des coups, à essayer de me taper un maximum de nanas parce que je suis plus connu et que je vois bien qu'il y a plein de meufs qui veulent. C'est plus par rapport à ce truc-là aussi, tu vois, une sorte de garde-fou à un moment. Mais c'est pas en mode je suis avec elle pour pas faire de conneries, tu vois. Oui, elle m'a amené ce truc. Et quand tu commences à sortir, et quand tu commences à être avec une meuf depuis 2-3 ans, ouais, c'est ça. Tu te dis, ah ouais, putain, en fait, là, ça commence. Tout ce temps-là, c'est du temps, en fait, où j'étais. Ça fait du bien, quoi, tu vois. C'est tout le temps où j'étais. Ouais. Je suis sûr, j'aurais jamais fait des aussi belles choses ou aussi bien sans. Si j'avais pas été en couple, quoi. C'est quoi, je fais référence à ton dernier son qui est sorti. C'est quoi pour toi aujourd'hui être un mec normal ? Quand on dit c'est un mec normal, et c'est quoi les qualités du mec normal ? Les critères ? C'est un mec qui sait se contrôler. Moi, je vois ça comme la sérénité, quoi. Genre le gars qui sait... Un mec qui contrôle ce qu'il dit, qui sait prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'est un lambda, donc c'est un personnage parmi les autres, quoi, qui est pas reconnu. Et ça te fait envie, la normalité ? Ouais, quand même, mais en même temps... Parce que j'imagine les gens... J'ai jamais vraiment été, tu vois. Comme je te disais, quand j'étais petit, j'étais vraiment un chelou. Et dans tous les endroits où je suis arrivé, j'ai toujours été un des membres un peu hétérogènes, quoi, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi une envie dans ce morceau, dans la façon dont je le dis, c'est peut-être une envie que j'ai depuis toujours, en fait. Peut-être que je retrouve ça maintenant dans la célébrité ou dans la vie qui va vite, comme ça, le travail et la reconnaissance dans la rue. Mais peut-être que je retrouve ça, finalement, quand j'étais en classe et que j'étais le chelou de la classe ou bien le chelou du club de foot, quoi. Question un peu directe, mais est-ce que t'es à l'aise avec ton apparence physique ? Est-ce que tu l'as toujours été ? Est-ce que t'as des... Avant de faire du rap, je l'étais pas du tout. Puis quand j'ai commencé à faire de la musique, ça m'a de moins en moins dérangé. Je me suis un peu plus développé physiquement avec la scène, je crois. Parce qu'il y a eu un petit peu de changement quand je regardais les images. Et alors qu'il est beaucoup moins, parce que maintenant je fais du sport, je m'entretiens vraiment beaucoup plus. Et j'avais besoin de ça pour la scène, mais en plus, je crois que, franchement, j'étais vraiment, vraiment maigre, en fait. Tu vois, je fais 1m94, 1m94, et je pèse 73 kilos, 73 kilos. Donc, genre, vraiment, c'est un truc qu'on me disait tout le temps, tu vois. Mais toi, t'étais mal à l'aise avec ça ? Ouais, à un ou moment, pas ça tant ? me faisait chier, en fait. Genre, avant, je me rendais compte que j'aimais pas me mettre torse nu, sauf quand je suis sur scène, après les concerts, pourtant. parce que, tu vois... T'es congestionné, les muscles sont bandés entre guillemets, tu vois, t'as fait du gainage pendant 1 heure, donc ça me dérange beaucoup moins. Mais avant, à n'importe quel moment pour un shooting ou tu vas devoir me changer dans une salle, ça me mettait méga mal à l'aise, quoi. Et même dans ma manière de me tenir et tout, tu vois, j'étais beaucoup plus gargouille comme ça. Ouais, donc le sport, tu penses aussi que ça t'aide à prendre une vraie possession de ton corps. Et est-ce que le succès, c'est pas aussi un vecteur de confiance en soi ? C'est probablement un faux vecteur, mais... C'est ce truc-là. Ouais, d'office, c'est le succès qui fait aussi que j'ai enlevé le t-shirt. De base, c'est pas parce que j'avais chaud. Hein. Je voulais quand même me chauffer à enlever le t-shirt et tout. Et ça, c'est la... Tu sais, quand les gens y crient, quand t'es dans un truc, tu prends la confiance, quoi. Et est-ce que t'as toujours eu le sentiment de plaire aux filles ? Ou est-ce que maintenant que t'es connu, c'est quelque chose qui s'est décuplé ? Est-ce que... Moi, non, pas du tout. Hein. Moi, avant de faire du rap, je plaisais pas du tout. Enfin, je plaisais peut-être aux filles, mais j'étais méga maladroit. Je suis resté puceau très longtemps, donc ça resté dans ma tête, enfin tu vois, jusque vers mes 20 ans. À l'âge où, à notre époque, c'est vraiment, ça commence à être tard. Ce qui est pas choquant, mais pour un mec, c'est vrai qu'ils ont envie d'avancer là-dessus, quoi. Ouais, dans la société, justement, où moi j'ai grandi, il fallait vite faire ça, quoi, tu vois, pour vite avoir fait ce truc et s'en débarrasser. Et vraiment, à l'internat, en plus, tous mes potos, il était de plus... Enfin, moi, j'étais... C'était que des mecs, en internat ? Non, mais les gars... Non, il y avait des meufs aussi. C'était mixte, ouais.
Ça c'était arrive mixte. parfois que ce soit. Et genre toutes les semaines, tu vois, il y en avait un qui revenait en disant c'est bon, moi j'ai baisé, c'est bon. Et moi, à un moment, j'étais le dernier, quoi, vraiment. Et donc ça m'a un peu traumatisé. Et du coup, après, ça, c'est difficile pour aller vers les meufs quand tu l'as pas fait et que t'as 20 piges, 19 et tout. Alors que, en fait, justement, genre, vers mes 19 ans, sans vouloir faire le gars, je suis devenu BG, tu vois, un peu. Genre, j'ai commencé à devenir un peu beau gosse. Et genre là, les filles, elles sont commencées à s'intéresser. Et je faisais de la merde, quoi, tu vois. Je savais pas du tout. Trop stressant. Ouais, donc, genre, il y a des filles, elles traînaient avec moi en mode, pendant 2 semaines, elles venaient chez moi. J'allais faire des photos, elles me suivaient faire des photos pendant 2 semaines. Elles me disaient, on va chez moi après et tout. Ah non, c'est pas très pratique pour moi, je dois rentrer chez moi après et tout. Vraiment des trucs comme ça pendant genre. Naïf ou ça t'angoissait? Naïveté un petit peu et l'angoisse peut-être derrière. Et puis en un coup, quand ça s'est débloqué, je fais waouh, j'ai foncé dedans. J'avoue que c'était juste un petit peu avant de faire du rap, tu vois. Genre quand je commençais à aller en boîte et tout. Genre là, ça s'est méga débloqué et genre à partir du moment où j'ai fait du rap, où j'ai eu un micro. Et ben là, ça a tout changé, quoi. T'as trouvé ta voix, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si j'ai trouvé ma voix, mais genre, par rapport aux filles, en tout cas, je suis devenu... Genre, je me suis transformé en queutard en un coup, quoi. Paf, en mode... Mais c'est souvent salut. Ça, quand t'as pas pu en profiter pendant Ah, tu te longtemps et que venges t'es comme frustré, il y a un moment, il faut rattraper le temps. Enfin, faut pas, mais on croit qu'il faut rattraper mais ça fait le temps partie perdu. de l'esprit du truc. Et là, indigestion, quoi. Beaucoup trop et bordel après. Et aujourd'hui, très, très, très content d'avoir réussi à sortir de ce truc, parce que je crois que sinon, j'aurais Et en profiter assez foncé. avant pour être capable de se poser aussi derrière, quoi. Ouais, et en même temps, content d'avoir vécu ce truc, de se dire, ouais, voilà, je me suis posé aucune question, j'ai fait ce que j'avais envie de faire comme ça pendant... c'était genre 1 an ou 2. Enfin, j'ai eu une meuf aussi entre-temps, mais il y a eu une période avant et après, Ouais. et là, c'était à fond. Et t'es plutôt quelqu'un de romantique? Ouais, très romantique. Enfin, je crois, hein. En même temps, j'ai vu qu'il y avait déjà dans l'ancien album des chansons, Mais déjà, une ouais, chanson déjà, dédiée ouais. à ta copine. Il y a des morceaux, et là aussi, je fais des morceaux dédiés et tout, donc ça, c'est méga romantique. Mais tu vois, je fais pas des trucs genre, allez, ce soir, je t'emmène au resto et tout, ou bien, tu vois, je lui prépare pas des petites surprises, mais c'est pas dans les gestes, genre, conventionnels, tu vois. Mais genre, on est tout le temps collés, je suis toujours comme des tourtereaux comme ça, très mimes, quoi. Et j'ai pas peur de perdre cet aspect un peu bonhomme, justement, quand je suis avec ma meuf, parce que je suis très... C'est peut-être ça aussi, un bonhomme, c'est assumer, être dans l'émotion. Ouais. Moi, à je pense fond, que quoi. ça fait partie de ça. La bonhomie, c'est ça aussi, je pense. T'es la seule femme dans ma vue, les autres c'était des faux, c'était des moches, mais toi t'es trop belle. Et c'est quoi ta plus grande faille? C'est la susceptibilité. Ah ouais? Ouais. C'est ça, la sensibilité, en fait. Et cette sensibilité, c'est ma faille, parce que quand elle se transforme en susceptibilité, j'ai du mal à la... Et du coup, quand t'es exposé et qu'il y a plein de gens qui peuvent se permettre de faire des commentaires Ouais, sur ce grave. que tu fais, c'est compliqué. Ouais, ça me travaille, quoi. Et avant, ça me travaillait moins, mais là, on est dans la phase où ça touche des gens qui sont plus uniquement des fans ou des mecs qui veulent regarder, mais qui veulent juste donner leur avis Ouais. ou qui aiment pas et qui ont le droit de pas aimer. Et je dois apprendre à prendre tout ça en compte. Tu lis les commentaires? Beaucoup, ouais. Ah ouais. Mais je continuerai, tu vois, parce que je le veux, en fait. Ça fait vraiment partie de ma façon de m'intéresser au truc. Mais t'arrives à ce qui se fait. retenir les commentaires positifs Ouais, aussi? grave, ouais, franchement, ouais, vraiment beaucoup. Mais encore à l'heure qu'il est, les commentaires négatifs, ils font trop partie du... Ils sont trop dans ma tête, mais tu vois, je travaille sur ce truc, tu vois. Genre, Comment je lis des trucs, ça me bouffe un peu l'esprit, puis... Maintenant, je réponds plus, tu vois. C'est déjà un truc qui change vraiment les choses. Je pose le téléphone et puis j'arrive à... Tu vois, je suis sûr que d'ici 1 an ou quoi, si je continue à travailler comme ça, j'aurais vraiment réussi à faire à dominer ce truc et être vraiment en mode sage là-dessus et à prendre le recul, tu vois. Mais il me faut des gens... Il faut que je rencontre des gens qui, tu vois, qui se sont fait mitrailler et qui, parce que tu vois, la plupart des gens qui me disent ça, j'ai du mal tu vois, genre ils me disent ça, mais en mode ouais, mais tu dois pas regarder ces commentaires-là, mais j'ai du mal je me dis, ils ont du mal à comprendre, quoi, tu vois. Ils ont du mal à se mettre à ta place. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est moi qui vais lire tous ces trucs, tu vois. Donc c'est aussi, Ça passe peut-être par plus les lire. Voilà, c'est ça, tu vois. Et faire ton... Mais plus les lire, je sais pas, Ton parce truc. que c'est vraiment un truc que j'aime vraiment m'intéresser à la vie des trucs. Mais à un moment, je pourrais plus, je serais surtout dépassé par le truc parce qu'il y aura, tu vois. Je lis pas tous hein, les commentaires. Mais je lis, quand je veux regarder un truc qui est sorti, je regarde les commentaires. Et ta plus grosse angoisse, s'il y en a une? Est-ce que t'es quelqu'un d'angoissé déjà? Ouais, ultra. C'est Ouais. pour ça, trouver la plus grosse, c'est difficile, quoi. Franchement, plus contrôler le truc, quoi. Perdre, quoi. Je suis dans la compétition, dans la musique que je fais, j'essaie toujours de me pousser le truc très haut et de comparer aux autres pour pouvoir le pousser plus, tu vois.
J'essaie d'avoir tout en main au niveau de la gestion, même si des fois, tu vois, je sais pas du tout gérer le truc. Mais perdre, ça revient à plus pouvoir faire de la musique, sortir des sons, des albums ou Ouais, c'est c'est perdre la possession de tu vois, je sais pas, mon angoisse en règle générale, c'est de perdre, tu vois, perdre ma copine, perdre le public, perdre la compète de la course, quoi, tu vois, qui va faire le... Tu vois, enfin, c'est même pas malsain parce que tu vois, la compète, je la fais avec des gens autour de moi que j'aime bien et on sait qu'on est en compète, mais c'est en mode, on se pousse, quoi, tu vois. Que ça soit Antoine, que ça soit Angèle ou quoi, on est toujours là à se dire, ah ouais, t'as fait quoi? Ah, moi j'ai fait ça et tout pour. Tu vois, c'est genre, c'est sain de ouf. Et ça me fait pas, tu vois, genre, je suis pas en train de dire, genre, j'ai peur de perdre contre ma sœur ou quoi, tu vois. J'ai peur de perdre le contrôle du truc, et voilà. J'essaie toujours de tout contrôler, et une fois que c'est plus moi qui décide du truc ou qui ai le truc en main, ça me déstabilise, quoi. C'est ça qui me fait peur. Et justement, tu parlais de la compète avec ta sœur Angèle, quand parfois elle a des résultats qui sont supérieurs aux tiens. Bah ouais, pratiquement tout le temps maintenant. Hein. Ça fait quoi dans la famille? Enfin, déjà, à toi, ça te fait quoi? J'imagine c'est ta sœur, tu l'aimes, donc t'es content. Ah mais ouais, mais franchement, franchement, c'est une question qui revient souvent, comme si ça pouvait vraiment me perturber ou quoi. Est-ce que ça fait des jeux, un peu des guéguerres entre vous? La guéguerre, c'était plus sur Instagram. Genre, elle avait moins de suivi que moi sur Instagram et elle me disait je vais te rattraper. Ça, c'était le truc en mode on rigolait là-dessus. Et c'est vrai que du coup, elle m'a tellement mis dans ce truc-là que quand elle m'a rattrapé, j'étais là, les jours avant, je regardais, ça me faisait de l'effet, tu vois. Mais à part ça, jamais on a comparé nos ventes ou les... Nos ventes. Ouais. Et d'ailleurs, Angèle, elle est moins à propos de ça, en fait, que... Moi, je suis beaucoup plus sur les détails de... Ah ouais, t'as vendu combien et tout. Genre, elle va apprendre de ça peut-être plus parce qu'elle rentre dans le game et tout de suite, elle casse tout. Donc, elle se pose moins les questions de... Ah, c'est combien par rapport à lui? C'est combien par... Tu vois, je lui dis après, mais tu te rends compte, 20 000, première semaine ou... platine, là, direct, c'est chaud et tout, c'est de lourd. Hein. Ah ouais, j'avoue, c'est cool. Tu vois, elle est moins dans ce truc. Et toi, en tant que grand frère, souvent c'est un modèle pour une petite sœur. Est-ce que tu as le sentiment de pouvoir la guider dans des choses ou maintenant ouais, encore. Mais elle me regarde encore avec ses yeux de petite sœur parce que ça reste toujours comme ça dans une famille. Tu l'impressionnes parfois, tu crois? Juste sur scène, je pense. Ouais. Là où elle me dit tout le temps, mais putain, t'as trop d'énergie et tout, c'est trop chaud, franchement. Chaque fois, encore maintenant, elle me dit, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, c'est ça que je retiens de ce qu'elle me dit. Ouais, je l'impressionne. Je pense juste sur scène vraiment. Et pour le reste, on est en mode. Enfin, moi, ça faisait tellement longtemps que je la voyais arriver et évoluer que j'ai juste plus de satisfaction qu'autre chose pour l'instant à avoir pété à ce qu'on me disait, ah, ta sœur. À la rigueur, il y a moins cette question qui se pose entre nous de se dire, je t'ai dépassé, t'as vu, je fais plus maintenant et tout. Il y a encore cet esprit de se dire qu'on est frères et sœurs et qu'on s'amène l'un à l'autre, comme là cette semaine, je l'ai invitée à mon Planet Rap sur Skyrock et elle prépare un morceau pour ça alors qu'elle a 60 000 trucs à faire. Elle me fait un morceau pour ça et on va se voir pour essayer de le mettre en place et tout. Il y a une loyauté qui dépasse... Ouais, de ouf. Ouais. Et c'est clair que par rapport à la protection, il y en a vraiment quand même, on s'appelle vraiment beaucoup. Et moi, j'essaie quand même de toujours garder un œil sur tout les gens avec qui elle tourne et tout, le management. Tiens, ouais, ils font comment et tout. Et encore là, il y a 2 semaines... j'ai passé 1 heure au téléphone à lui expliquer comment moi je travaillais avec mon management, comment est-ce que on traitait les problèmes et à qui je m'adressais, tu vois, et ça lui a servi à elle par rapport à son management, alors que c'est pas les mêmes et voilà quoi. Oui, donc il y a quand même ce rôle de un peu pas mentor parce que c'est un non, mais mentor, grand frère. Pas du tout mentor frère. même, mais protecteur, ouais, parce que même à l'époque elle était assidue au même niveau que moi parce qu'elle faisait du piano à fond et moi j'ai vite lâché le piano. Et elle dessinait bien aussi, mais jamais selon mes modèles et tout, elle faisait ses trucs à elle aussi. Donc, okay. Quand t'étais plus petit, tu te disais à 26 ans, je serais comme ça, j'aurais ceci. Est-ce que t'avais des croyances sur où tu serais à 26 ans? J'avais peur de l'avenir quand j'étais petit, un truc de ouf. Quand je m'imaginais à 26 ans, je voyais un appart vide avec des vêtements où il n'y avait pas de meubles. Je me voyais faire 2 mètres, être recroquevillé et vraiment pas savoir quoi faire de mon corps et être là, oh, mon loyer en retard, je dois payer mes trucs. Tout seul, perdu, complètement en mode, tu sais, vraiment un verre nu. Vraiment, je voyais un truc, j'idéalisais vraiment pas l'avenir. Et je me disais, comment je vais faire quand je vais sortir du cocon familial, là, je sais rien faire de mes mains et tout. Comment je vais faire pour payer un loyer et tout.
Et t'as réussi, t'es parti à quoi? Ouais, Tu je m'as suis dit 18 parti à ans? Non, un peu plus. 22, je suis parti. Et ça s'est bien passé. Ouais, direct. Bah, je travaillais au Carrefour, j'avais un salaire et tout. J'étais à l'école, j'ai fini l'école en mode grande distinction. J'ai continué après au Carrefour, je faisais 35 heures semaine et tout, donc j'avais de quoi payer mon loyer. Juste de temps en temps, j'avais une facture en retard, mais pas du tout comme j'imaginais. Mais ouais, j'avais trop peur de l'avenir et je me voyais surtout pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Vraiment pas, quoi. Et là, t'as peur de l'avenir encore? Ouais, toujours. Hein. Quand tu te projettes, là, tu vois quoi? Si tu y arrives. Je vois un acouphène, quoi. Ouais. C'est le seul truc que je vois sûr et certain. Donc je suis fixé. Et je vois des studios, je sais pas, un truc. Là, j'ai acheté 500 mètres carrés, donc on va les exploiter et travailler dedans. Que ça soit des studios ou des salles de répète ou quoi. Je me vois pas spécialement comme ça sur scène éternellement parce que c'est vraiment, ça me prend beaucoup d'énergie et de. Genre là, je me rends compte que ça me coûte, quoi. Dans le mental, dans le moral et tout. C'est beaucoup d'énergie. La promotion, les gros albums, ça demande. C'est du crédit de vie, quoi. Et pour bien le faire, il faut laisser des espaces. J'aimerais bien faire comme Orelsan. Arrêter après. Genre, il a fait 3 albums, tu vois. Aujourd'hui, c'est lui. Genre, plein de jobs et puis il revient et casse les dents à tout le monde, quoi. Et vieillir, t'as peur? Ou tu penses pas Ouais, encore? j'ai plus peur de vieillir que de mourir. Ouais. Parce que vieillir, tu vois, ça fait partie de l'angoisse que j'ai de perdre des choses. Ouais. J'ai perdre l'habilité, perdre le contrôle. Genre là, rien que aujourd'hui ou hier, j'ai croisé un gars âgé dans les escaliers et il a pris l'ascenseur pour descendre. Et moi, je suis descendu en footing et puis je me suis dit, je vais lui ouvrir la porte pour quand il arrive. Mais il a pris trop de temps à arriver, tu vois, parce qu'il était dans l'ascenseur et tout. Et tout le temps, il est arrivé, ça m'a fait ruminer en mode putain, ça pue la vieillesse, quoi. C'est vraiment pas cool, quoi. Mais en même temps, je suis un petit con, j'ai 26 ans. Ouais, 26 ans, t'es encore en totale expansion. Ah ouais, je suis encore en total en train de vivre, mais je suis en train de me dire, putain, ça va puer la vieillesse. Mais tu vois, je suis un petit con, je pense 26 ans, il y a plein de choses intéressantes dans la vieillesse. Question comme ça, ton utilité plus tard, si tu devais en choisir une, t'aurais envie que ça soit quoi? Sur ta présence sur Terre? Comme c'est en train d'être là maintenant, réduire le plastique. Ma présence sur Terre qui puisse servir à réduire l'utilisation du plastique. Et je promeux l'utilisation de la gourde, je mets des gourdes en vente. On a des gourdes en vente sur romuelvis.com. Il y a 1 euro qui est reversé à l'association Oceans Cleans Up, donc qui s'occupe de nettoyer les océans avec des méga machines là. Et en gros, on est parti d'un bête hashtag qui s'appelle Ma Gourde à moi, et on essaie de sensibiliser les jeunes autour de ça. On a créé une pétition qui demande à l'État belge qu'il fasse en sorte à ce qu'ils munissent les élèves d'une gourde quand ils arrivent à l'école, quand ils commencent leur scolarité, tu vois, pour qu'ils soient tout de suite sensibilisés, installer des points d'eau, pour que les gens puissent boire, remplir leur gourde partout. Voilà, il y a vraiment des choses méga concrètes à faire et j'espère me rendre utile le plus possible par rapport à ça. Et ça aussi, c'est être un bonhomme, faire des choses comme ça. Ben ouais, je pensais pas, mais c'est ce que les gens disent et tant mieux. Moi, je suis un bonhomme du coup. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.